Bonjour tout le monde. Merci d'être là en présentiel, c'est toujours apprécié. On voudrait remercier en commençant notre commanditaire principal des activités de la PFF, Manuvie. Puis, sans plus tarder, je vais présenter mon collègue David Bouchard, qui est notre conférencier aujourd'hui. Donc, le CV de David. David est directeur général service conseil transactionnel au sein du groupe de financement d'entreprise de MNP. Il pilote également la ligne de service de conseil en levée de capitaux. David compte plus de 15 ans d'expérience bancaire dans les milieux de financement d'entreprise, des placements privés et des investissements. Ses champs d'expertise comprennent le financement par emprunt et le financement subordonné, les projets de rachat d'entreprise par les dirigeants, les fusions et les acquisitions, le financement en situation d'urgence, le financement de nouveaux projets. Connu pour son approche pragmatique face aux situations complexes et difficiles, David aide ses clients à comprendre les enjeux et à voir comment les surmonter. Il a mené de nombreuses opérations dans le cadre desquelles son approche créative a été déterminante dans l'élaboration de solutions à des situations des plus complexes, et ce, tout au long de sa carrière. David est titulaire d'un baccalauréat en sciences en finance et comptabilité avec haute distinction de l'Université de Syracuse. Il est aussi actif dans sa collectivité, notamment au sein du comité Québec de Réseau Capital, l'association du capital d'investissement de la province. Il siège également au conseil d'administration de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf à titre de président. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à David. Merci. Merci d'être là. Je vais parler d'un sujet qui me passionne, okay, qui est principalement là, le reprenariat, là, qui va être basé surtout sur des transactions dans le cadre de reprenariat. Là, puis vous allez être capable facilement de voir le lien entre le fiscal et la structure des transactions qu'il faut mettre en place parce que je ne suis pas fiscaliste, mais le chemin à prendre, là, dans une transaction, on comprend que ça peut être déterminant pour les cédants. Donc, vous allez voir le lien entre ce que je fais et ce que la plupart de vous font dans votre day-to-day. Donc, si on fait ça c'est la mise en contexte, rapidement, une petite mise en bouche. Je pense que la plupart des gens qui sont ici, là, c'est la thématique, c'est la trame narrative d'une génération, là, c'est qu'il va manquer de repreneurs. Okay? Je pense que c'est ce qu'on se fait dire, en tout cas, du moins le monde qui va étudier en administration, c'est ce qu'on se fait dire depuis le début des années 2000. Puis quand on regarde les statistiques ici, okay, de l'âge des entrepreneurs par groupe d'âge au Québec, ça semble en effet dire qu'il va avoir on va dire plusieurs entrepreneurs arrivent de l'approche de la retraite dans les prochaines années. Par contre, nous, ce qu'on voit dans le marché, oui, aujourd'hui, là, je sais comme je parle chez MNP, mais on se consulte beaucoup entre compétiteurs. Puis ce qu'on voit dans le marché, c'est pas nécessairement qu'il manque de repreneurs. Au contraire, même en ce moment, on aimerait ça avoir plus d'entreprises à vendre pour contenter tous les acheteurs qui nous appellent à tous les jours puis qui cherchent des entreprises. Le problème en ce moment, c'est le type d'entreprise que les repreneurs cherchent. Puis là, je ne sais pas s'il y en a sur la ligne, mais la cassette, elle devient. On se fait appeler. Qu'est-ce que vous cherchez? 3 millions de baillas stables, avec potentiel de croissance, produits. Tout le monde cherche la pépite d'or dans la ruée vers l'ouest. Là, fait que le manque de reprenariat vient surtout de là et non vraiment du manque d'acheteurs et de capitaux. Okay? Puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Là. Rapidement, donc les types d'acheteurs, je trouve important là, dans la mise en contexte, juste pour parce que je ne sais pas, on part de où en termes de connaissances, mais il y a 4 familles de types d'acheteurs, puis ils ne sont pas toutes exclusives. Là. Des fois, il y en a qui vont être ensemble là-dedans. Tu as le stratégique. Là. En gros, le stratégique, là, c'est les meilleures histoires de chambre de hockey. Là. C'est le gars qui arrive et qui dit qu'il a vendu sa business 10 fois et Baïa à son compétiteur, puis que ça a été vite, puis plus besoin d'être là, puis il a donné les clés de la business. Oui, OK, il y en a pour qui ça va faire. Par contre, il y en a des fois, surtout dans les petites communautés, là, où
le cédant va continuer à aller faire l'épicerie, puis que l'entreprise, l'épicerie va continuer de croiser son monde. Puis l'avenir de l'entreprise, il l'a à cœur. Mais quand tu veux un stratégique, souvent, c'est ça qui risque de se perdre. Okay? Parce que tu perds complètement les mains sur le volant post-transaction. Par contre, les avantages, c'est sûr qu'ils valorisent mieux parce qu'ils vont inclure des synergies souvent dans leur calcul du prix qu'ils vont payer, ce que d'autres acheteurs ne feront pas. Puis aussi, des fois, tu as l'emprise sur le marché. Il y a plusieurs facteurs qualitatifs et quantitatifs qui vont venir ajouter, qui vont leur permettre de mieux valoriser le bailleur ou la valeur de transaction. Le meilleur exemple, là, c'est j'ai vendu dans les dernières années 3 entreprises à une entreprise privée qui transigeait à 9-10 fois le bailleur sur le TSX. Ben, eux payaient 8 fois. Si tu transiges 10 fois, ben, tu viens juste en faire la transaction, tu viens de créer 2 tours de bailleur de valeur. Donc, pour une autre entreprise privée, c'est dur de compétitionner contre ça ou même pour un repreneur. Par contre, vous allez voir, j'ai des exemples à vous donner. J'ai 4 cas aujourd'hui. C'est pour ça que je vais essayer de passer vite sur la mise en contexte là, pour parler des cas, parce que c'est ça qui est le plus fun, parce que vous allez pouvoir voir des réalisations concrètes là, de transactions. Les fonds de placement, souvent les fonds de placement, ils vont se matcher avec d'autres des groupes. Eux, fonds de placement, eux, dans le fond, l'objectif, ça va être de créer une plateforme. Là. Dans le fond, ils vont acheter une entreprise dans une industrie avec l'objectif d'en fusionner d'autres avec. Les fonds de placement privés, les private equity, là, comme on dit dans notre jargon, sont aussi réputés pour payer des hautes fourchettes. Par contre, ils vont emmener des ressources importantes autour de la direction. Par contre, ils vont souvent exiger que la direction reste. Surtout si vous êtes dans la première acquisition qu'ils vont faire dans ce secteur-là. Ils vont souvent demander à ce que le monde reste en place. Par contre, quand l'objectif du vendeur, c'est de rester, parce que des fois, c'est ça aussi, qu'il veut juste monétiser une partie puis il veut rester pour un autre tour de haut, comme on dit. Là, il faut qu'il sache, le vendeur, qu'il s'embarque avec beaucoup de gouvernance, des comptes à rendre, puis le capital de private equity, généralement, puis là, il y a des exceptions dans tout, mais on parle souvent là, d'un horizon de 5 à 7 ans. Là. Donc, si vous avez un horizon à très long terme, probablement vous allez rouler vos pieds. Les private equity, peut-être 1 ou 2, 3 fois dans l'histoire avec l'entreprise. L'autre, c'est eux qu'on se fait contacter le plus en ce moment, c'est les search funds, les fonds de recherche. Bon, vous allez voir, là, il y a 3 points négatifs, là, il n'y a pas de plus. Là. En gros, non, mais vous allez comprendre, OK? Puis j'ai rien contre les search funds, là, mais c'est des gens souvent comme vous, moi, ou du monde qui ont vendu leur business, qui veulent racheter une business pour leur PSP. Fait que souvent, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement... Ils valoriseront pas plus que la capacité de rembourser de l'entreprise. Ils vont demander beaucoup de conditions pour se protéger à la vente, des grosses balances de vente, des earn-out. Là, je prends pour acquis c'est deux outils que vous connaissez. Là. Si on veut respecter la langue française, le earn-out, c'est le paiement conditionnel. Puis souvent, ils vont avoir une période de transition minimale. Rarement en bas de 2 ans. Là. Des fois, on va voir 1 an, là, mais souvent, ça va être exigé. Okay? Et la relève interne. Okay? Puis moi, c'est ça. C'est ce que j'aime le plus. Là. Je vais tout de suite déclarer mon billet. Là. Parce que c'est une grosse partie de ma pratique. Là. C'est sûr que j'ai un intérêt là-dedans. Souvent, la relève interne, c'est les mieux placés pour acheter l'entreprise parce qu'ils la connaissent in and out. Fait que tout ce qui est là, puis là, on pourrait avoir un autre, puis je ne sais pas s'il y a une autre présentation sur les représentations et garanties, là, mais ça, c'est un autre sujet en soi. Mais d'habitude, tout ce qui est représentation et garantie, c'est pas mal mitigé quand c'est la relève interne qui achète parce qu'ils connaissent déjà les squelettes de l'entreprise, s'il y en a, puis qui sont liés à l'opération et non peut-être à l'individu qui est le cédant. Permet au cédant, puis ça, c'est le point le plus important. Okay, puis c'est pas, on est des gens de chiffres, là, fait que c'est peut-être le point des fois qu'on oublie, mais c'est le point qui est le plus important dans une transaction, souvent dans une transaction. C'est permet au cédant de s'assurer de la continuité de l'entreprise, okay, dans sa forme actuelle. Okay. Oui, les acheteurs vont amener d'autres idées, mais souvent, c'est la continuité du cédant. Il y a beaucoup de fonds pour supporter ce type de repreneur-là. Puis la valorisation doit être en ligne, par contre, ça c'est le moins. C'est la valorisation doit être en ligne avec la capacité de lever du financement.
Là, je dis oui, mais parce que là, tantôt, quand André me présentait, elle disait créatif, ben là, ça, c'est le bout créatif de mon travail là, qu'il faut des fois mettre en place pour aligner les objectifs. Donc, ça, je vais passer très, très, très rapidement. Constat sur l'environnement actuel, fatigue post-COVID des entrepreneurs, les vendeurs. Bon, là, en ce moment, il y a 2 ans, on était fatigués parce que la COVID avait été difficile, beaucoup de brouillard en avant, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis là, en plus, en ce moment, il faut rajouter le fait qu'ils savent qu'ils ont manqué leur vente à vendre sur un BAYA qui est gonflé. À un multiple gonflé. Là, en plus de ça, ils sont déprimés de ça. Fait que ça fait... ça peut faire ça crée beaucoup de misalignements. Ça ne dit pas très bien en français, là, mais entre l'objectif ou la valeur qu'un vendeur va avoir pour son entreprise, puis la réalité, puis la capacité, puis d'avoir un prix réaliste. Ça, c'est notre travail, par contre. Nous, on n'est pas là pour donner l'heure à un client avec sa montre. Là. On est là pour lui dire la réalité. Donc, les baisses anticipées des taux d'intérêt, ça, c'est un point positif actuellement. Là, il y a beaucoup de compagnies qui ont eu des gros leverage buyouts à des multiples élevés de BAYA gonflés, que quand les taux ont commencé à monter, sont ramassés dans des situations plus difficiles. Puis tantôt, André disait que quand on présentait une de mes pratiques dans les levées de capitaux, c'est dans des cas plus difficiles, là, ce qu'on appelle du stress financing. Le distress, moins, mais du stress, où ce que là, il y a de la tension au niveau des flux de trésorerie. Ça, malheureusement, c'est un volet de ma pratique que je développe un petit peu plus à cause qu'il y a eu une hausse, la baisse d'anticiper des taux d'intérêt devrait... ça rend la négociation plus facile aussi avec les créanciers. Les repreneurs les plus compétents ont généralement un peu de moyens financiers. Okay? Ça, c'est le cœur vraiment de pourquoi je vous parle aujourd'hui. Et de l'autre bord, le niveau élevé de capitaux passifs ou semi-passifs à déployer, ce qu'on appelle du dry powder, n'a jamais été aussi élevé. Okay? Ben, je dis jamais, mais j'ai juste 39 ans. Là, mais de ce que moi, je vois dans mes 15 ans de carrière, là, on ne s'est jamais fait autant solliciter pour déployer des capitaux. Okay? Donc, là, vous voyez, c'est quoi un peu mon travail? C'est un peu un tender des capitaux. Là. C'est de matcher les capitaux avec les meilleurs repreneurs. Okay? Donc, il y a le climat compétitif pour supporter des transactions et créativité des bailleurs de fonds pour se démarquer. Puis ça, je vais faire une petite nuance. La hausse des taux d'intérêt a amené un resserrement du crédit. Okay? Donc, les financements qui passaient en 2021, 2022, puis c'était facile à aller à la banque puis élever du capital, ça s'est resserré. Donc, quand un dossier de qualité vient au marché, surtout dans des cadres de reprenariat par la direction, qui a la trame narrative est généralement positive, il y a plus de compétitivité qu'on voyait parce que, puis là, je ne sais pas s'il y a du monde dans des institutions financières, mais les objectifs n'ont pas baissé. Disons ça de même, les objectifs n'ont pas baissé. Il faut qu'ils fassent ils ont les mêmes targets de croissance de crédit, mais avec un océan qui est beaucoup, beaucoup plus petit parce que les crédits C, D qui passaient il y a 2-3 ans, mais ils ne passent plus. Donc, quand il y a une belle entreprise au marché, ben, on voit qu'il y a beaucoup de compétition. Bon, là, je ne ferai pas de publicité pour les autres, mais c'est pas mes compétiteurs, mais des types justement là, de pourvoyeurs de fonds qui accommodent là, des transactions. Rapidement, les outils qui sont disponibles là, pour faire dans le financement, dans le cadre là, d'un rachat par l'entreprise. Okay? Ben, en fait, on part tout le temps du haut, on descend vers le bas dans notre structure de financement, là, qu'on part de la dette senior, qu'on essaie de leverager au maximum. Puis, on descend dans les outils qui se rapprochent de plus en plus de l'équité. Nous, souvent, l'objectif du repreneur, c'est de se diluer le moins possible, d'avoir le plus d'actions au closing. Par contre, c'est là que nous autres, notre travail devient important de modélisation financière parce que, oui, le cédant, il y a un objectif de monétisation qui est souvent, et même pas un multiple de BAYA, c'est $1 fixe. Okay? Mais il faut s'assurer de la pérennité de l'entreprise post-transaction. Donc, la structure de capital qu'on va mettre en place devient super importante. C'est là que notre expertise se démarque. C'est là qu'on travaille énormément avec les fiscalistes pour mettre la structure en place, la plus
la plus souple possible et la plus adaptée possible à la transaction. Bon, ça, c'est une autre façon, là, c'est un autre graphique là, que j'utilise pour déterminer l'équilibre entre les différents instruments financiers. Donc, mettons le 3, qui est l'équité, c'est ce qui est le plus souple, parce que l'équité, c'est non remboursable, mais c'est ce qui est le plus junior, c'est ce qui coûte techniquement le plus cher à l'entreprise. Puis on a, même ici, là, on pourrait mettre Love Money ici, là, souvent, là, qui va être l'argent que l'entrepreneur ou le repreneur peut avoir qui vient de famille et amis. Par contre, puis là, c'est ça que je dis à quelqu'un. Puis aussi, n'hésitez pas à poser des questions, levez la main. Là, j'adore quand me faire challenger, là, ou même des fois me faire reprendre certaines choses. Mais ce qu'on parlait tantôt, c'est que nous, souvent, on part pour acquis que les repreneurs n'ont pas de mise de fonds substantielle à mettre. Là. Puis quand c'est le cas, ben, c'est une belle surprise. Là. Fait que, support au vendeur, super important. Parce que dans l'objectif qu'on a, le support du vendeur, excusez, c'est dans un cadre de reprenariat comme ça, ben, minimalement, là, il faut que le vendeur soit prêt à supporter un petit peu sa relève, là, contrairement à un stratégique là, qui va acheter. Mais par contre, okay, parce que je veux enlever certains mythes, là, puis je vais vous donner un exemple tantôt. Même dans les cas de stratégiques, okay, dans les transactions qu'on a vues dernièrement, on n'a pas vu beaucoup de transactions dans lesquelles il n'y avait pas, soit sous forme de balance de vente ou d'earn-out ou un support là, d'entre 10 et 25 % à la clôture. Dans le montage financier, puis là, on parle d'une transaction, mettons qu'il y aurait 100 % d'actions, sauf que là, si on parle qu'on achète par bloc dans le temps, ça, c'est différent. Mais mettons, on va parler d'un transfert à 100 %, c'est rare qu'il n'y aura pas d'un support, que ce soit n'importe qui achète. Okay? Fait que ça, puis vous allez voir, c'est important pour la suite. La balance de vente versus paiement conditionnel, ça, on en a parlé tantôt. La forme et la condition vont être super importantes, puis c'est là que la fiscalité va être importante parce que je vais vous donner un exemple tantôt dans lequel le vendeur n'a pas, puis moi, nous, on était côté acheteur, je pense qu'il avait mal compris la fiscalité d'une balance de vente. Puis là, il s'est ramassé avec une facture d'impôt sans avoir de l'argent pour la payer sur le coup. Donc, ça a créé certaines tensions avec le vendeur que tu n'as pas nécessairement besoin dans un cadre de transition. Justement, c'est ça. Ce qui est mon autre point, le gain en capital payable linéairement sur 5 ans, dans ce cas-ci. Je vais vous donner un exemple tantôt, vous allez voir. Généralement subordonné au prêteur. Donc, ce qu'il faut que le vendeur garde en tête, c'est qu'il est payé en dernier. Là. Mais avant des dividendes quelconques, par contre. Là, en fait, d'habitude, un racheteur, il ne faut pas que ça attende à se payer de dividendes avant 5 ans, normalement. Là. La balance de vente sur le bilan versus hors bilan, ça, c'est vraiment des questions à se poser que nous, on valide avec les fiscalistes, puis ça va dépendre souvent du type de transaction qu'on va avoir. Puis, il faut garder en tête là, que c'est plus facile d'acheter 100 % d'une entreprise, de mon point de vue, okay, de financement, que d'acheter 25 %. Okay, le chemin là, il est beaucoup plus compliqué, là, juste pour la seule et bonne raison que quand tu achètes 100 % d'entreprise, tu peux l'utiliser comme levier, tandis que quand tu achètes 25 %, ben, à moins que tu aies une entente avec les autres actionnaires, il serait lésé d'une certaine façon de te cautionner. Mais il y a des chemins pour le faire. Là. J'en ai un en ce moment même sur mon bureau, c'est ce qu'on est en train de faire. Puis la balance de vente versus les actions privilégiées. Puis tantôt, on avait une discussion intéressante là-dessus. Moi, j'ai un billet versus les actions privilégiées versus une balance de vente. Mais ça dépend. Parce que la fiscalité est différente de ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que ce qui est le plus important pour quelqu'un comme moi, c'est le chemin critique. Okay? Moi, la première personne à qui je parle, justement, quand je rentre dans une transaction comme ça, c'est quoi mon carré de sable comme financier? C'est quoi mon carré de sable? C'est quoi les options que j'ai pour mettre en place une structure de capital? Okay? Donc, c'est le fiscaliste qui va me dire, bien, regarde ça, telle entité, elle ne peut pas cautionner, telle à cause que ça pourrait être réputé comme un dividende. En tout cas, là, on va rentrer dans certains cas, mais mon point, là, puis là, c'est tout à l'honneur des fiscalistes, c'est que le fiscaliste est un peu est un professionnel qui est probablement un des plus importants
dans la transaction. Avec moi, bien entendu, parce que sinon, il n'y a pas de cash. Là. Mais sinon, c'est lui qui va déterminer le chemin puis les outils qu'on peut mettre en place. Donc, moi, je travaille tout le temps main dans la main avec l'équipe de fiscalité. Donc, on va prendre, je vais vous donner 4 exemples. OK, puis là-dessus, vous pouvez me poser des questions. OK, c'est des cas, c'est tous des dossiers que j'ai travaillé personnellement, là, fait que je les connais in and out. Fait que, donc, ça va me faire, on va pouvoir en débattre, puis vous allez voir, là, j'ai 4 cas, puis 4 résultats différents. Okay? Celui-là, je vais passer vite. Je vois qu'il reste quand même beaucoup de temps, puis je parle plus vite que je pensais, là, donc ça va quand même bien au niveau du temps. Okay? Donc, c'est une entreprise dans le milieu de la construction de la rénovation commerciale. Tantôt, je disais que le reprenariat, c'est difficile. Tout le monde cherche un peu là, la même entreprise. Il y a des secteurs aussi là, qui sont plus, disons, qui sont plus sexy que d'autres. Puis il y en a d'autres, à l'inverse, qui font plus peur. La rénovation commerciale ou tout ce qui est construction, c'en est un là, que si tu n'as pas une certaine masse critique, c'est plus difficile de faire des transactions. Donc, déjà, le vendeur était dans une industrie qui est historiquement plus difficile à avoir de l'intérêt sur vos marchés. Donc, il y avait 58 ans à l'époque, il désire ralentir à 60 ans, puis il y a 2 employés clés qui ont été identifiés pour prendre la relève. Donc, ce qui est parfait. Okay, comme ça, il n'y a pas à aller au marché, il n'y a pas à aller solliciter d'autres entreprises, peut-être être déçu. Puis la beauté là-dedans, un petit peu, c'est que le prix de la vente a été déterminé de gré à gré. Okay? Puis ça a été très, très, très amical comme processus. Donc, le détail de la transaction, c'est la valeur des actions incluant l'immobilier est établie à 5,3 millions. L'écart d'acquisition représente 1,5 million, ce qui était beaucoup, okay, selon moi, pour ce type d'industrie-là. Par contre, les repreneurs connaissaient bien l'entreprise, savaient le potentiel qu'elle avait. Fait que, eux, ils voulaient. Puis, comment ça a été déterminé à 1,5 million, là, c'est pas. Il n'y a personne qui a envoyé la fusée sur la Lune avec ce calcul-là. Là. C'était l'attente que le vendeur avait. Et la capacité de financement. Okay? Fait que donc, pour atteindre son objectif, nous, on a mis en place là, une structure de financement proposée qui était, à toute fin pratique, il y avait un immeuble. Ça l'aide toujours là, quand il y a un immeuble. Donc, il y avait un immeuble, on a leveragé, on a utilisé du levier sur l'immeuble à 100%. Donc, on avait un financement sur 20 ans dans ce cas-ci. Déjà là, ça l'aide à aller chercher plus de capitaux. On avait un prêt sur les... on appelle ça un cash flow loan, là, qui est un prêt sur les flux de capitaux. Les flux de trésorerie, excusez, qui était de 750 000 $. Puis ça, c'était souvent, vu que c'est carrément un prêt non garanti, à toute fin pratique, il est garanti, mais réalise du goodwill dans une compagnie en faillite, c'est pas une chance. Surtout une plus petite, vous remarquez qu'on parle ici d'une plus petite transaction. Là. Donc, c'était financé sur, de mémoire, 5 à 7 ans. C'était 7 ans, mais ramené sur 5 avec des paiements obligatoires, là, accélératoires. Il y avait une balance de 500 000 $, que le vendeur laissait dans l'entreprise, qui était payable linéairement sur 5 ans, puis une mise de fonds de 250 000 $ qui était, écoutez, là, c'était refinancement d'hypothèque, c'était tout ce que les 2 employés avaient. Mais il y en a un, il a vendu son bloc qui avait un petit peu d'équité dessus pour pouvoir injecter de la mise de fonds. Donc, lettre d'intention signée entre les 2 parties, avec les paramètres qu'on a déterminés. Financement était un petit peu plus difficile à obtenir qu'un financement traditionnel à cause de l'industrie. Néanmoins, on a eu des bonnes conditions pareilles, mais le projet il a échoué. Parce que tout était en ligne, c'était amical. Puis, écoutez, ce que je vais dire là, c'est l'importance des professionnels puis de l'objectif du vendeur puis des professionnels qui l'entourent. C'est dans ce cas-ci, il y avait un avocat qui a dit que des balances de vente en 2023, parce que c'est en 2023, ça n'existait plus. Puis l'avocat en question lui a même dit, toi, t'en as-tu mis une balance de vente quand tu as fondé ta compagnie? Puis là, vous voyez la trame narrative,
tout ce qui était créatif, tout ce qui était positif, ce qui était une transaction facile est devenu un chaos, c'est devenu confrontatif, c'est devenu... ça a changé de côté. Donc, sans balance de vente, il n'y a plus une banque qui voulait financer. Donc, le projet a échoué. Puis, les objectifs du vendeur ont changé. Le désir de payer 100% de clôture. Industrie difficile, la financer en capital de risque, c'est vrai. L'alternative, ça aurait été de vendre l'équivalent de sa balance de vente en capital action à un autre joueur. Dans une industrie comme ça, à masse critique que ça n'intéressait personne. Donc, il est allé au marché pour essayer de vendre son entreprise en stratégique, mais le lendemain que ça a tombé, ses 2 employés clés ont démissionné, puis sa business, ça ne vaut plus rien. Je vais prendre un petit shot d'eau là-dessus. Donc, je voulais commencer avec un échec pour dire que je ne suis pas à 100% au bâton. Oui? Ah oui, donc on demande c'était quoi les arguments contre la balance de vente. C'est que, en gros, là, c'était purement sentimental. Là, c'est que toi, en gros, c'était moi quand j'ai parti ça business, personne ne m'a donné de balance de vente, puis j'ai mis mon cash. Puis aussi, l'argument, c'est si on retourne dans la structure de financement, lui, c'est que, non, mais lui, ce qu'il disait, c'est que eux, ils mettent 250 000, puis moi, j'en laisse 500. Fait que j'en mets 2 fois plus qu'eux autres, puis c'est eux autres qui vont avoir le profit de ça. OK, mais tes employés, puis à un moment donné, j'ai dit, à moins que tu me dises que tu les as payés, puis là, on ne veut pas rentrer dans des discussions salariales, mais ça reste que c'était des employés. Donc, il n'y avait pas la mise de fonds nécessaire à travers les années pour accumuler 750 000 $, hein, mettons. Donc, ça a été une grosse déception pour tout le monde. Surtout que ça s'est fait vite. Ça a changé de vite. On avait excusez-moi, j'ai dit une LOI, là, mais une lettre d'intention en place. Puis ça a été un échec. Puis au final, le vendeur n'a pas réussi à encore aujourd'hui, essayer de redresser son entreprise. Bon, celui-là, c'est un autre facile. Parce que écoutez, inquiétez-vous pas, là, il y en a une qui va être plus intellectuellement intéressante pour tout le monde, mais je commence par les plus simples. Après ça, on s'en va vers le plus crunchy. Là. Projet Woody, qui était c'était un transfert familial dans quand même une grosse entreprise du Québec. Par contre, la twist qu'il y avait là-dedans, c'est que les repreneurs, ils ont des frères et sœurs qui ne sont pas dans l'entreprise, puis il y avait un gros souci d'équité des vendeurs. Okay? Donc, il fallait s'assurer que tout soit fait. Que tout soit fait de façon juste pour que personne ne se sente lésé là-dedans. Donc, puis aussi, là-dedans, ce que je ne dis pas là, c'est que ce type d'entreprise-là, c'est ce qu'on appelle dans mon jargon là, des CAPEX junkies. Là. C'est ils sont accros aux dépenses en immobilisation. C'est une bonne façon de le... Donc, il faut tout le temps que tu achètes le nouvel équipement pour rester compétitif dans un marché qui est très, 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 très compétitif. Là. Donc, par souci d'équité familiale, l'entreprise a été évaluée par une firme indépendante au dossier. Okay? Fait que là, ils sont arrivés avec une valeur fixe qui était 60 millions. Dans ce cas-ci, avec une entreprise qui avait à peu près 20 millions de dettes, donc une valeur d'équité de 40 millions. La relève à 500 000 à mettre en mise de fonds. Donc là, vous me voyez venir encore avec le même, surtout quand on pense d'où que j'arrive, peut-être du cas précédent. Donc, on avait une dette senior à la clôture de 4,3 tours de BAYA, une dette totale d'à peu près 5 fois le BAYA. Okay? Ce qui est, même dans une transaction non familiale, c'est pas mal le type de structure qu'on va voir dans un 5 tours de BAYA qu'on appelle. Là, puis là, encore là, c'est des règles du pouce, puis je ne veux pas penser qu'on travaille juste avec des règles du pouce, mais c'est dans les normes qu'on va entre 4 et 5 fois au closing. Okay? Donc, vois-tu, dette senior, BAYA 4,3, c'était élevé. En ce moment, là, on va plus, ça c'était avant la hausse des taux, là, en ce moment, on va plus être à l'entour de 3,5. Okay? Mais la raison pourquoi on a réussi à avoir, qu'on a eu 4,3, c'est que de la manière que nous, on travaille, puis là, je vais vous donner un petit N, c'est que souvent, on va faire la mathématique inverse des flux de trésorerie qu'on va modéliser sur différents scénarios pour être sûr qu'on ait la latitude nécessaire. Puis on va calculer ta structure de financement par rapport à ta capacité à rembourser.
Donc, en gros, là, le premier calcul qu'on fait, nous autres, c'est qu'on regarde les flux de trésorerie. On essaie d'arriver avec un flux de trésorerie représentatif, puis on part de ça, puis on monte notre structure de financement pour s'assurer qu'on est capable de rembourser la dette, puis qu'on a aussi de la marge de manœuvre dans le cas d'imprévu, comme dans ce cas-ci, l'imprévu, ça a été une hausse des taux significative. Donc, mais par contre, dans ce dossier-là, ce qui est venu aider, puis c'est pour ça qu'on a 4,3, donc qu'on a réussi à avoir 4,3 fois le BAIA, c'est qu'on a une facilité rotative qui est sur les équipements avec un amortissement de 17 ans. Ce qui est normalement dans le marché, on va plus être dans l'entour de 10 ans, mais la trame narrative, le qualitatif de ce dossier-là était tellement fort parce que les repreneurs sont déjà dans l'entreprise depuis au-dessus de 10 ans. Il y a tellement eu de compétition pour ce dossier-là parce que justement, c'est un dossier AAA, entreprise avec un nom connu, puis qu'on a réussi à avoir 17 ans, ce qui a permis d'avoir plus de levier puis d'augmenter la monétisation pour les vendeurs au closing. Okay? Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, là, mais dans ce cas-ci, ça a été ça. Mais vous allez voir, l'autre d'après, il est pire encore. Mais financement d'immobilisation sous 20 ans, ça, c'est standard. On a mis, voyez-vous, on aurait pu avoir été plus cowboy, puis mon client à l'époque, c'était ça, lui, il voyait juste les taux d'intérêt. Là. On aurait pu prendre le 8 millions de financement de mezzanine puis le mettre sur la facilité rotative parce qu'il était approuvé à 35 millions au closing. On a été capable, selon les ratios qu'on devait respecter, là, de le mettre. Mais par souci de prudence, on avait discuté, on a fait des scénarios. On disait d'avoir une dette patiente qu'on appelle un ballon. Là, qui est un ballon, c'est que tu n'as aucun remboursement sauf à échéance, qui dans ce cas-ci est à 8 ans. Ça va stabiliser ta structure de capital. Fait que comme ça, tu vas avoir moins de remboursement. Puis, tu as beaucoup de CAPEX à venir. Fait que d'avoir cette sûreté-là dans ton fonds de roulement, ça a été positif. Puis quand la hausse des taux est arrivée, il était vraiment content d'avoir ce partenaire-là, là, dont je vois c'est tes collègues là, de capital de risque. Donc, bon, ici, balance de vente, vous allez comprendre que là, bien entendu, oui. Oui, on demande si le taux était fixe, mais là, il faut reculer en 2022 pour cette transaction-là. Donc, les taux. Oui, exactement. Donc, 7,85 à l'époque, c'était considéré. Je parle comme si ça faisait 20 ans, là, mais ça fait 2 ans de ça. C'était élevé. Okay? Mais en même temps, c'est un dossier qui avait beaucoup d'appétit. Tout le monde voulait le faire. Moi, ça a été un dossier qui était vraiment le fun pour moi parce que tout le monde voulait le faire, puis c'est ça. C'est nous qui avions le bargaining power, comme on dit. Donc, là, vous comprenez, par exemple, la balance de vente, ça a été un sujet il a fallu aller s'asseoir dans la cuisine avec les entre familles pour déterminer là, la mécanique de la balance de vente, là, parce que, bien entendu, c'est un exemple facile à donner, mais je vais vous le montrer pareil, parce que dans des transactions familiales, ça arrive. Ça a été plus élevé que ce qu'on voit normalement, mais ça reste, voyez-vous, la structure de capital reste à 20 de capitaux patients, là, balance de vente, mise de fonds. C'est en ligne avec une transaction normale pareil. C'est juste que, disons que les déteneurs de la balance de vente, ils sont plus patients parce que c'est les parents des racheteurs. Donc, dans le fond, ça dit ce que j'ai dit. Donc, compte tenu de la confiance des créanciers, les repreneurs bailleurs de fonds ont été très agressifs sur le financement grâce au crédit rotatif sur 35 millions, combiné avec un financement subordonné, permis à faire faire face à la hausse des taux d'intérêt, ralentissement dans la construction sans mettre en péril la pérennité de l'entreprise. C'est vrai aussi, parce qu'il y a un ralentissement en construction. Là, la plupart du monde sont au courant aussi de ça. Fait que ça aussi, ça a touché l'entreprise. Par contre, les objectifs des cédants étaient rencontrés, soit céder l'entreprise à la relève familiale tout en étant équitable pour les autres enfants des cédants, okay? Assurer la pérennité de l'entreprise et ses projets de croissance, et monétiser près de 30 millions à la clôture, okay? Qui était un objectif monétaire. Puis le seul facteur unique à la transaction, l'amortissement de 17 ans, c'est sûr, a aidé là, à rencontrer l'objectif. Bon, ça c'est mon highlight de carrière à vie. Fait que, ça, il me reste 26 minutes. Ça, je pourrais en parler pendant longtemps, cette transaction-là.
Entreprise manufacturière, OK, déjà là, ça, c'est un thème sexy. OK? Tantôt, je disais les industries qui le sont, les industries qui le sont moins. Celle-là, déjà là, on part fort. OK? On parle d'automatisation. Donc, ça, c'est une thématique qui est plus résonante. Le groupe compte 7 entreprises, un actionnaire majoritaire, 8 minoritaires. OK? Cette entreprise, vous allez voir tantôt comment c'est devenu complexe. Ça a été un cauchemar de fiscal, cette entreprise, pas cette entreprise-là, mais cette transaction-là. Pendant la COVID, l'entreprise, okay, la trame narrative, c'est que pendant la COVID, l'entreprise, elle a shut down 2 mois. Okay? Donc, l'entrepreneur s'est rendu compte que tout son patrimoine était dans l'entreprise. Puis ça, il arrivait début cinquantaine, ça lui a fait très peur, avec raison d'ailleurs. Donc, il s'est ouvert à juste écouter des offres. OK? Puis, il s'est ouvert juste à écouter des offres, puis c'est là qu'il y a un fonds américain qui avait on revient à tantôt pourquoi c'est important que je décrive là, les types d'achats. C'était un mélange, c'est un stratégique qui était supporté par un fonds d'investissement, qui était supporté par un fonds d'investissement, un private equity. La business leur est tombée dans l'œil. Ils sont venus visiter l'entreprise. Ils disent vous êtes très complémentaires à ce qu'on fait. On vous veut, paye un haut de fourchette pour du manufacturier. Ça revenait à peu près à 8 fois et demi le bail. Okay? Ce qui était élevé par rapport à tous les comparables qu'on avait. Okay? Donc, moi, c'est quelqu'un que je connais bien, qui était le vendeur. Donc, il m'en parlait au Normandin. D'une très petite localité au Québec. Mais pendant les négociations, les gars, l'équipe de direction qui était dans le secret des dieux, ils vendaient à business au private equity américain. Puis là, ils m'emmenaient à force de dire tous les projets qui s'en viennent. Puis là, ils sont comme devenus super excités. Puis le CFO, il est allé voir le président, actionnaire majoritaire, puis il a dit on ne peut pas laisser aller ce business-là, c'est nous autres qui te rachètent. Il dit il y a trop de projets encore, même à 8 fois et demi, on laisse trop d'argent sur la table. C'est une business qui venait de doubler en 4 ans. Il dit on va la redoubler encore. Donc, l'équipe de direction est devenue super. Je viens de me rendre compte que je pouvais le regarder là, mais l'équipe de direction est devenue super excitée, puis on dit c'est nous autres qu'il faut qu'ils te rachètent. Mais là, le prix avait été établi par quelqu'un qui paye déjà cher. Fait que là, c'était un méchant casse-tête. Parle un peu on va toucher un peu les cordes sensibles du vendeur. Garder l'usine ici, qui est une très petite localité, il faut s'en souvenir. Sortir le drapeau du Québec. Donc, il pense à ça, puis le vendeur, il dit à son CFO, il dit va voir David, il fait ça. Fait que là, on est allé au Saint-Hubert de Grande-Allée. On a tourné la napkin à l'envers, puis là, il m'a expliqué son plan. Fait que là, il dit vous avez une valeur 115 millions, OK, près de 10 millions de dettes, OK, 105, OK, vous n'avez pas d'actifs. Dans ce qu'ils font, il n'y a pratiquement pas d'actifs. Donc, c'est 100 millions de goodwill. Fait que là, je dis vous êtes combien de racheteurs? On est à peu près une dizaine. OK, vous avez combien à mettre? À la gang, là, on a compté qu'on a 200 000. OK! All right! Fait qu'on part. OK, fait que là, écoutez, ça a été des séances, des soirées, puis même des fois, on a fini tard, le CFO, moi, puis certains membres de mon équipe. Et le fiscaliste était très proche de nous autres, parce que des fois, on pensait qu'on avait découvert, qu'on avait été touché par le feu sacré, puis finalement, ils disaient non, ça ne marchera pas parce que notre vendeur va se faire ramasser de telle façon. Fait que là, on était là, OK, on retourne. Ça a été 4 mois à mettre en place la structure de financement. Puis là, vous allez voir, ça va paraître super simple. Là. Mais il y avait tellement de diable dans les détails parce que c'était un groupe d'entreprises qui était acheté à un niveau consolidé. Fait que chaque entreprise avait sa dette, des actionnaires différents, sa dette, son fonds de roulement cible différent. Puis là, vois-tu, je dis fonds de roulement cible pour la première fois aujourd'hui, mais c'est tout le temps dans une transaction, c'est de quoi qui est hyper important. Là. Donc, et surtout, il y avait l'objectif du vendeur, c'est qu'il dit, puis que lui avait des vendeurs qui dit nous, on veut 75 millions au closing sur 115, sur 105 là, de valeur d'équité.
Puis, on veut aussi garder 25 %. Fait que ça veut dire que c'est comme s'ils gardent pas loin de 100 millions de valeur là, dans le deal. Là, fait que, ils monétisent plus que ce qui roule en équité, techniquement. Fait que là, ça venait ajouter à la complexité, à la complexité de la transaction. Donc, vous voyez, à la table de capitalisation cible, là, qui était à la relève 40 %, le président sortant, il gardait 17,5 %. L'actionnaire minoritaire gardait 7,5 %. Puis là, ce genre de transaction-là, c'est ça se fait pas. Pour accomplir l'objectif de monétisation, il fallait avoir un actionnaire externe qui vienne supporter la transaction. Mais aussi, juste pour ajouter à ça, c'est pas des gros fans de gouvernance dans l'entreprise-là. Okay? Donc, il fallait trouver le partenaire qui allait être assez passif au niveau. Ils ont une super bonne gouvernance interne, mais d'avoir quelqu'un, de faire dire quoi faire, il était plus chatouilleux à ça. Okay? Donc, l'objectif sur papier, puis c'est pas de même que ça a fini, là, mais nous, quand on est allé au marché avec cette entreprise-là, avec cette transaction-là, c'était de faire baisser sur le bilan. Puis vous allez me dire, comme tu mets autant de dettes sur le bilan, ta compagnie va faire faillite dans un mois. Okay? On n'est pas si stupide que ça. Mais le chemin critique qu'il fallait comprendre, c'est faire baisser la valeur de l'entreprise sur papier à 500 000. Donc, ça voulait dire on a une transaction de 115 millions, ça veut dire mettre 114,5 millions de dettes dans l'entreprise. Okay? Pour que la mise de fonds de 200 000 donne 40 % et rencontre l'objectif de la relève, okay, qui était d'avoir 40 % jour 1. Le financement a été structuré pour rencontrer les objectifs de monétisation, détention d'actions, qui étaient les deux objectifs principaux, en évitant de surendetter l'entreprise. Donc, on a fait la mathématique inverse à partir du RCCF, a été le point central. Le RCCF, s'il y avait un banquier dans la place, là je viendrais il y aurait une petite corde qui venait de toucher, là, c'est le ratio de couverture des charges fixes. Okay, donc, c'est la capacité de rembourser la dette. Okay? Puis quand tu mets 114,5 millions de dettes dans une entreprise, puis là, si vous avez fait le lien, là, ça donne une business qui fait à peu près 13,5 millions de BAYA. Ça peut être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'il dit, il faut qu'on intéresse un partenaire financier à financer la transaction, faire en sorte que le montant qui est investi dans la transaction pour rencontrer l'objectif de monétisation reflète la détention octroyée. Puis c'est un peu ça la beauté de réduire la valeur d'entreprise à 500 000, c'est qu'après ça, répartir les actions entre les différents joueurs, entre les joueurs, c'était relativement simple parce que 50 000, tu as 10 % de la business. Donc, après ça, ça devenait facile de jouer avec le cap table un coup que tu étais endetté à ce point-là. Mais nous, la mathématique, il fallait qu'il arrive. Puis vous le voyez ici, là, mettons. Puis là, je vole un peu le punch, là, mais actions privilégiées, on offrait 35 %. Ils mettaient les dollars pour 35 %, puis à l'inverse, pour 50 quelques mille, la mathématique, à peu près pour 100 quelques mille piastres, pas loin de 200 000, mais un petit peu en bas de 200 000, il y avait 35 % de l'entreprise. Donc, ça. Nous, quand on est parti au marché, c'était ça notre chemin. On a dit on part, puis donc notre structure de financement, c'était 35 millions de dettes seniors, qui étaient à peu près en bas de 3 fois. OK, 3 tours de BAYA, 2 points de BAYA. J'ai les ratios à droite, donc vous allez voir. Dette mezzanine, un 10 millions, qu'on visait un moratoire de capital 5 ans avec un ballon 5 ans. Des actions privilégiées qui étaient soit des actions qui étaient ce qu'on appelle PIC, là, en français, là, peut-être que vous pouvez m'aider, là, mais c'est un. Ça veut dire que soit dans ce cas-ci, c'est une action. Fait, ça veut dire que ton dividende, tu as un dividende prédéterminé, mais il est payable, il est cumulatif. Il est cumulatif payable à la fin. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on avait une option de vente à la 7e année. Puis, il y avait une balance de vente subordonnée payable sur excédentaire de cash flux, des flux de trésorerie annuellement. Puis, il y avait notre mise de fonds de 200 000, bien entendu, qui était bien importante. Vous voyez ici, l'équité externe, c'était ça. C'était le 175 000 qui donnait 35 % des actions. OK. Là, on a mis balance de vente, là, puis roulement des actions là, dans le même pot là, pour faciliter là, le visuel. Donc,
On est allé au marché, ça a été un hit total. Tout le monde voulait financer cette transaction-là. OK? Ça a été à cause de la trame narrative, bon, garder une entreprise. Okay. Ce qu'il faut dire avant, c'est que l'entreprise avait, par différents moyens, avait essayé d'aller au marché par elle-même. Ça avait été difficile parce que c'était pas la structure de financement qui t'a demandé de mettre trop de poids sur la dette. Dans ce cas-là, quand on est arrivé avec une structure comme ça, on a approché 8 institutions financières, c'est tout le monde, en fait, au Québec. Puis 18 fonds d'investissement, mais vu qu'on voulait des fonds d'investissement qui ne sont pas trop actifs au niveau de la gestion, qu'on est allé vers des joueurs un petit peu plus passifs, des fonds institutionnels, que je ne peux pas les nommer, mais donc, des gens de capital de risque, caisse de dépôt, Investissement Québec, FSTQ, tout le monde, et certains fonds un petit peu plus privés. On a eu, sur 18 interpellés, je crois qu'on a eu 17 offres. Puis on a eu 12 visites d'entreprise. Ah oui, ça c'est la beauté, c'est que on a eu 17 offres, mais moi, ça, cette phrase-là, j'aurais dû la garder pour plus loin, là, mais le programme d'actionnariat de certains employés n'était pas documenté. Le mémo fiscal a été repris 3 fois, puis vous comprenez qu'un mémo fiscal, il y avait combien? À peu près une dizaine d'entreprises. Leur partir à 3 fois, ça a été même on pensait, parce que quand on avançait dans la transaction, il y avait certains employés clés qui sortaient et disaient « Hey, tu m'avais promis, là, 3 ans, tu m'avais dit que j'allais avoir 0.1 ». Ça a été... C'est le type d'entrepreneur avec lequel on travaillait. Ça avait eu beaucoup de positifs, mais ça, comme professionnel, puis surtout pour les fiscalistes, ça a été un peu plus difficile. D'ailleurs, il était à la retraite. Là, j'ai su dernièrement, il est tombé à la retraite, le fiscaliste. Donc, j'ai peut-être ce dossier-là qui l'a fatigué. Bon, le fait de supporter un dossier de reprenariat au Québec dans le secteur manufacturier, bâtir, là, puis ça, c'est un peu notre travail. Là, oui, OK, moi, j'ai une maîtrise en finance, là, mais ce qu'on fait aussi, il y a un volet marketing là-dedans, ce qu'on appelle bâtir la trame narrative, là, qui était le reprenariat, entreprise du Québec, visée internationale. Ça a été, ça a été super important, ça, de bâtir une bonne trame narrative pour supporter le financement. Donc, quand on est allé au marché, on a eu plus d'appétit. Dans le fond, nous, on pensait qu'on était agressif. Finalement, le marché voulait tellement le dossier qu'on s'est fait offrir mieux et différent que ce qu'on avait proposé. Donc, ce que je veux qu'on retienne là-dedans, c'est que non plus, je n'ai pas la science infuse. D'habitude, j'ai un bon flair sur comment ça va sortir. Puis, on est arrivé au marché avec une offre crédible, ce qui a fait que tout le monde a voulu faire mieux que ce qu'on avait proposé. Donc, on a eu, ça a aidé beaucoup dans l'objectif de monétisation, c'est qu'on a eu une facilité de crédit rotatif non régressif qu'on appelle de 60 millions, dont 50 étaient tirés à clôture. Donc, c'est quoi cet outil-là? C'est une facilité de crédit qui est adossée strictement à un multiple de BAYA. Donc, dans ce cas-ci, on se rappelle, là, il n'y a pratiquement pas d'actifs tangibles. Donc, à tous les trimestres, tu as un ratio, ton BAYA sur ta dette sur ton BAYA, puis tant que c'est respecté, ton crédit va être disponible, puis c'est intérêt seulement. Et on s'entend que c'est pas, puis là, partez pas parler de crédit non rotatif, non régressif à tout le monde. Il faut que le contexte s'y prête. Okay? Il faut que le contexte s'y prête. Dans ce cas-ci, même au début, moi, je croyais plus ou moins. Puis on a eu 3 offres qui étaient comme ça. Donc, ça a facilité énormément notre financement parce que là, tu enlèves la dette qui est la plus restrictive dans un financement, c'est la dette senior. Ben, ça vient avec un remboursement mensuel, oui, puis des garanties de premier rang, des ratios. Là, on venait d'enlever tout ce qui était remboursement de capital. Donc, c'est sûr que ça nous a aidé énormément pour mettre le reste en place, le reste de la structure. À cause du montant, à cause qu'on était capable d'avoir une facilité non régressive, on était capable d'avoir plus de marge de manœuvre sur les flux de trésorerie, donc on n'avait plus besoin de dette mezzanine, qui était censée venir supporter, si on veut, venir enlever du poids sur le bilan, disons.
Là, on n'a plus besoin, donc ça a libéré de la place pour l'équité externe, les actions privilégiées. Donc, la grosse différence là, par rapport à ce qu'on proposait, c'est qu'au lieu de venir baisser la valeur, l'investisseur, on a mis la balance de vente hors bilan, puis ils ont investi un montant plus important directement en équité dans l'entreprise. Là. Ça, là-dessus, ça a amené une grosse réflexion fiscale. D'ailleurs, il a fallu qu'on retravaille le mémo fiscal. À travers ça, les actions privilégiées, il y en avait un petit peu moins. Fait que ça, c'était positif parce qu'on se ramassait avec une moins grosse balloune à l'année 7. Par contre, le risque a été shifté dans le fond, là, il y a un perdant dans cette structure-là. Mais en même temps, il était gagnant pareil que le deal se fasse. Là. C'est les vendeurs. C'est qu'au lieu d'avoir une balance de vente sur le bilan, qui allait être remboursé par l'entreprise à l'acheteur, au vendeur, c'est qu'étant hors bilan, c'est que tant que l'entreprise ne pourra pas verser de dividendes qui vont rouler entre la GESCO des acheteurs vers le cédant puis qui vont racheter leur action comme ça, le vendeur et les racheteurs assument ce risque-là entre eux. Donc, pour le vendeur, au final, tu as plus de chances de te faire rembourser par ton entreprise que par les cédants. Et les cédants, c'est eux autres qui veulent avoir les actions, mais il faut qu'ils les payent. Donc, à l'inverse, ça a été un peu là, la contrepartie de cette structure-là finale. Mais par contre, ça enlevait beaucoup de poids. Ça enlevait quand même beaucoup de poids sa structure au final. Fait qu'on était confiant de pouvoir verser des dividendes assez rapidement. Oui. L'objectif a été le même, OK? Sauf que, disons qu'il y a un petit peu de risque qui a été shifté de l'entreprise vers le cédant puis les vendeurs, puis les acheteurs. Parce que dans la structure initiale, c'était l'entreprise qui prenait tout le risque. Tandis que là, en le mettant une balance de vente hors bilan, tu viens de déleverager, tu viens d'enlever du levier dans ton opérante. Mais oui, mais en termes de monétisation, là, l'objectif était le même. Finalement, il n'y a pas eu un dégraissement de la valeur de la société opérante. Non, parce que l'équité, au final, puis là, je ne l'ai pas mis, la valeur. Mais regardez, dites-vous que ça ici, ces deux montants-là, ça donne 25,5. Là, j'ai arrondi là, parce que c'était très fractionné. Là. Ça a donné 30% de la valeur. Fait que c'est un peu. Fait que oui, le chemin a été différent. Pour accomplir. C'est pour ça que tantôt, je me disais le jeu de serpent à échelle. Là. On a pogné une coupe de serpent. En montant, là, on a pogné une coupe de serpent qui nous a permis, qui nous a forcé à retravailler notre approche pour arriver au même objectif qui était. Puis même en termes de table de capitalisation, on a mieux performé. Parce que si tu regardes la table de capitalisation finale, la relève à 40%, président sortant 20%, roulement des minoritaires 10%. Okay, ça a changé un petit peu, on est allé chercher 5% de plus. Puis ce 5%-là, c'est le partenaire financier qui ne l'a pas pris. Mais au final, en termes de dollars absolus, on a monétisé autant que notre objectif premier. Donc, puis dans le futur, quand ils vont vendre leur business, ils vont avoir 5% de plus de l'entreprise. À cause qu'on a mis moins de levier un petit peu dans l'entreprise. Par contre, il y a un volet risque. Puis là, tu vas me dire c'est qualitatif, mais oui, c'est dépendant d'un dividende futur qui va être versé au GESCO qui va permettre de racheter les actions. Mais dans le cadre, mettons, d'une vente future, mettons le même, puis là, ça c'est un peu mon travail, mais mettons dans 7 ans, le même private equity / stratégique américain, on va recogner à sa porte, puis que là, la business, au lieu de faire 13,5 millions de baillons, on en fait 20. Bien là, on s'entend que tout ça, c'est rendu. On va avoir créé de la valeur juste à avoir continué de croître l'entreprise. Donc, puis là, après ça, ça va être un autre mémo fiscal assez épais pour déterminer. Là, parce que là, rendu là, donc l'entreprise s'est vendue demain. Là, pas. On s'entend qu'avant de te rendre à l'équité en ce moment, à cause du levier qu'il y a beaucoup d'autres dettes qui sont payées. Oui, exactement. C'est ce qui reste. Souvent, la valeur d'équité dans ce genre de transaction-là, au closing, la transaction est vendue, la business est vendue le lendemain avec les mêmes conditions, ta valeur d'équité est pratiquement nulle.
Bon, donc, là, ça, c'est pourquoi moi j'aime ça, pourquoi je crois à ça, Ben, juste finir, juste les constats. Donc, l'objectif de monétisation a été atteint. Les cédants pourront repasser à la caisse dans le futur sans avoir à demeurer au sein de l'entreprise. Parce qu'il y a aussi le but important que je n'avais pas dit là-dedans, c'est que le président sortant voulait être beaucoup moins dans l'entreprise. Il aurait été possible d'augmenter la monétisation en ne roulant pas les parts. Ouais, parce que le fait qu'il ait roulé des parts, on aurait pu en rouler plus à l'actionnaire externe, à l'équité externe. On aurait pu rouler plus d'actions vers lui pour monétiser plus, mais à 75 millions, tout le monde était à l'aise avec ce qu'il allait faire avec ça. Donc, exact. Donc, ça permet de monétiser de façon assez importante, se dégager de la gestion de l'entreprise, parce que souvent, dans une transaction, les repreneurs connaissent l'entreprise. Souvent, ce n'est pas le cas, surtout fait qu'ils vont demander à ce que le vendeur reste pendant une période de temps. Ça, c'est rarement le cas dans un rachat par l'actionnariat. Procéder à une transaction dans un esprit de collaboration et convivialité. Sous-estimez pas ce point-là. Une transaction, c'est difficile. OK? C'est très difficile, ça a beaucoup d'enjeux. Ça peut être fatigant. Puis souvent, dans cette transaction-là, dont la dernière que je viens de parler, c'est arrivé. On a compté 5 fois lorsque les vendeurs ont fait mettre le genou à terre là, parce que ça devenait compliqué. C'était plus avec le fonds externe. Excusez pas avec le fonds externe. Donc, à l'interne, c'est plus simple. Assurer la pérennité de l'entreprise. Tu as de la vision sur ce que l'entreprise va aller. Puis le dernier cas que je vais vous parler, parce que là, je ne le comprends pas, fait que j'espère que vous allez me donner la solution ici. J'espérais trouver la solution ici, c'est le projet Sandbox, qui est live en ce moment. Là. D'ailleurs, j'ai un appel après avec le client. Moi, dans ce cas-ci, on représente l'acheteur, l'entreprise dans le domaine des sablières. Le président désire léguer son entreprise à un employé clé pour garder le focus sur ses autres entreprises. La valeur des actifs est à 67 millions, là, donc le vendeur demande 67 millions. L'entreprise est déjà endettée. Au maximum des dettes bancaires, soit de 37 millions. Okay? Donc, il n'y a pas de capacité de levier au niveau de la dette bancaire. Donc moi, je dis, c'est pas grave, il y a d'autres outils. Puis là, je suis revenu à ma présentation de tantôt, qui était avec tous les leviers. Puis bon, après avoir parlé 1 heure avec mon client, il dit non, mais le vendeur propose de financer complètement la balance de vente de 30 millions, parce que c'est 67 millions moins 37, valeur d'équité de 30 millions, amorti sur 20 ans, subordonné à la banque. Fait que là, je dis, OK, mais tu sais, parfait. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler avec le fiscaliste du client? Puis là, je dis, ben oui, tu sais, l'impôt, nous, on a fait des calculs de notre côté, avec la dette actuelle, comment que le client pouvait sortir pour payer la balance de vente. Puis là, la balance de vente est très, 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 on va dire, très favorable à l'acheteur. Tu sais, moi, c'est sûr que moi, je suis déjà client. Puis là, j'avais dit au client, qu'est-ce que tu sais sur lui qu'il ne faut pas qu'il sorte pour qu'il soit aussi gentil avec nous autres. Là. Fait que, donc, nous, on avait proposé, regarde, on va, revoyez votre chemin critique, là, voyez les outils qu'on pourrait utiliser pour matcher les paiements avec l'impôt à payer du client, du vendeur. Puis ils nous sont revenus mordicus avec financer la transaction avec une balance de vente. Donc, pourquoi? Si quelqu'un veut me l'expliquer, parce que normalement, il va y avoir un flux de trésorerie négatif sur son impôt à payer dans les 5 premières années versus ce qu'il va payer. Puis celle-là, je ne la comprends pas. Mais ce n'est pas mon problème en même temps parce que moi, je représente l'acheteur. Donc, merci. Si vous avez des questions, ça va faire plaisir de rester et parler de transactions. Là. C'est ce que je mange tous les jours. Donc, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, David. Vraiment intéressant. Ça nous rappelle souvent dans notre vie professionnelle, bien, il y a souvent des gens qui voudraient faire partie de la relève, mais ils nous disent tout le temps on n'a pas les fonds nécessaires ou on n'a pas de mise de fonds, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des gens qui sont là pour les accompagner puis qui sont plus créatifs, qui peuvent apporter des solutions. Donc, je voudrais remercier encore une fois notre partenaire Manuvie pour cette présentation-là. Puis, vous indiquer pour les prochaines activités régionales qui sont à venir en Mauricie, centre du Québec. Donc, le 21 novembre prochain, on va discuter des aspects fiscaux et juridiques d'une convention d'achat et vente d'actions.
Les conférencières seront Maître Patricia Tourigny de chez Mallette, qui va être accompagnée de Gabrielle Cardinal, qui est associée en fiscalité chez Mallette. Ensuite, le 19 février prochain, 2025, on va avoir un sujet sur les clauses de rajustement de prix de vente, puis la rédaction de la rédaction à l'application. Donc, nos conférenciers seront Mathieu Plourde de Solus Fiscalité Comptabilité et Maître Félix Deschamps de Daigle et Matt, avocat fiscaliste. Merci à tous d'avoir participé en ligne et en présentiel.